Cette semaine à Vidéo Terreur, le cinéma de John Carpenter. Bienvenue à Vidéo Terreur. Cette semaine, on parle de John Carpenter. Et pour en parler avec nous, un amoureux de John Carpenter, je pense que c'est son cinéaste favori, Monsieur Jimmy Francaire, fan fini de films d'horreur et de John Carpenter. Excellent. Bonjour Oui. Pierre, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien toi? Oui. John Carpenter, il y en a qui se disent, c'est qui John Carpenter? Ils vont réaliser qu'ils ont probablement vu beaucoup de films réalisés par John Carpenter, qui a une influence, grande influence sur le cinéma d'horreur. Mais qui est John Carpenter? Donc, c'est un cinéaste et musicien là, qui est né en 1948 dans le Kentucky, qui a étudié là, à l'Université de la Californie du Sud, qui est probablement la plus grande université de cinéma aux États-Unis, là, qui a lancé des cinéastes, entre autres, par exemple, comme George Lucas. OK. Donc, c'est là qu'il commence ses études et déjà, il commence à se démarquer. Il commence aussi à se faire certains amis comme Tommy Lee Wallace qui va produire son premier film là, pour lui, là, Halloween 3. Donc, c'est une université, encore une fois, assez prestigieuse. Il commence ses études et un de ses projets scolaires est Dark Star, film de science-fiction. Puis, il a réussi à faire son projet scolaire de 45 minutes qui va réussir par la suite à faire financer pour faire, je dirais, prendre l'expansion pour en faire un long métrage d'1h30. Fait que ça va être son premier vrai film, là. Okay. Qui part vraiment d'un projet scolaire. Ah ouais, quand même. Mais là, on est plus science-fiction. Oui, clairement, là. Qu'est-ce qui va l'amener au cinéma d'horreur? Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui se passe? Ou... Non, en fait, lui, il va toujours un peu donner ses influences. En fait, il y a deux éléments. Dans Carpenter, un de ses rêves qu'il n'a jamais réussi à réaliser, c'était de réaliser un western. Il a toujours dit que ce qu'il aurait souhaité faire... Et quand on comprend, je dirais, un peu son amour des westerns, on le voit là, émerger dans certains films. Là, dans son premier film, dans Assault on Precinct 13, premier film, on pourrait dire officiellement là, payé par un studio. On voit un peu l'influence, justement, là, d'un prisonnier qui est dans une prison, puis qui est attaqué. Donc, les westerns, donc, son réalisateur, personnellement, là, qui va le plus l'influencer, Howard Hawks, Dario Argento, cinéaste italien. Beaucoup d'influence aussi au niveau des les EC comiques, là, ce qu'on appelait par exemple les Tales from the Crypt, Vault of Horror. Donc, il est beaucoup influencé par les BD qu'il va lire étant jeune, intérêt pour l'horreur, puis je dirais très rapidement, là, la science-fiction et l'horreur sont vraiment quelque chose qui vont beaucoup l'influencer. Là. Puis t'en parlais tantôt aussi, c'est un musicien aussi, au-delà d'être réalisateur, il est aussi musicien, et c'est lui qui signe la musique de ses films, donc c'est intimement lié, là, la musique et le cinéma pour lui. Oui, effectivement, là, son œuvre est intimement liée, comme tu le dis, là, à la musique. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le père de Carpenter est professeur de musique. Okay. Donc, il est initié très rapidement là, à la musique, avec justement un petit synthétiseur à la maison. Donc, on pourrait dire qu'à la rigueur, il y a même avant même d'étudier au cinéma, il y a une exposition là, forte à la musique. Et même à une certaine époque, il y a un band de musique. Et les deux carrières, là, un peu, son choix de carrière se porte sur le cinéma. Mais il a failli hésiter aussi avec la musique. Là. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, il fait plus de films, mais il continue à faire des spectacles de musique. Oui, tout à fait. Là, j'ai eu la chance de le rencontrer justement là, en coulisses là, en 2017, là, lors de sa tournée. Puis c'est excessivement rare là, qu'on est dans un musicien qui va faire que de la musique de film, des soundtracks, puis qui va en faire une tournée, là, comme une grande tournée américaine, canadienne, aussi en Europe. Donc, c'est vraiment un musicien, là, je dirais à ce juste titre. Là. Okay. Donc, oui, effectivement, la musique, il va réaliser, en fait, il va produire la musique de tous ses films, à l'exception de 2. The Thing, il va laisser la musique à Ennio Morricone, le compositeur italien. On peut comprendre. Puis, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que si on entend la musique, Morricone, c'est excessivement influencé de Carpenter, au point que c'est difficile même de distinguer la signature de Morricone. Et à son fils, Toby Carpenter, il va laisser une trame musicale dans la série télé là, Master of Horror pour Cigarette Burn. Donc, il va laisser la musique à son fils.
Et son fils est maintenant en tournée avec lui. Là. Ouais, c'est intéressant à ce niveau. Dans le cinéma de Carpenter, comment on reconnaît le cinéma de Carpenter? Parce que à travers ses films, on a l'impression qu'il va dans des univers relativement différents. Mais comment on peut le reconnaître? Parce qu'il n'y a pas une thématique récurrente, lui. Effectivement, on n'est pas dans un cinéaste là, comme, par exemple, Cronenberg, où on a des thèmes récurrents. Je dirais que la force là, de Carpenter, c'est beaucoup plus au niveau de la réalisation. Vraiment la mise en scène. Lorsqu'on, c'est toujours des grands plans panoramiques. On est dans du 2.35 où on a vraiment l'emphase est mise vraiment sur la précision de l'image, la composition. Donc, je pense que sa force, c'est au niveau de la réalisation. On est vraiment quelqu'un aussi. Et au niveau même de ses études, il avait toujours dit qu'il voulait être capable de comprendre tous les métiers, soit au niveau... Et c'est ce qu'il a fait, en fait. Il a fait de la musique, il a fait de l'écriture, il a fait de la réalisation. Je pense qu'il a une très bonne connaissance des métiers, ce qui fait qu'il est capable d'avoir, je dirais, entre son image et ce qu'il veut, il est capable d'avoir un peu l'idée qu'il a en tête. Il laisse rien au hasard, en fait. Effectivement. Donc, on peut parler d'un cinéaste qui est assez précis. Là. OK. Bon, ces grands films, c'est quoi, là? Tu sais, quelqu'un qui veut s'initier, pourquoi écouter ces films-là? Ce serait quoi, toi, ces grands films, les meilleurs? Ben, en fait, les meilleurs, je dirais, moi je pense qu'une des particularités de Carpenter, c'est qu'à mon avis, il n'a jamais fait de mauvais film. OK. Il n'y a pas de film où on peut dire c'est un navet, c'est mal réalisé. On peut en préférer certains là, par rapport à d'autres. Mais au niveau de la réalisation, c'est un cinéaste qu'on pourrait dire qui est constant. Il a toujours fait des bons films. Et quels ont été ses films les plus marquants? Halloween, on va commencer par le Halloween 1978, qui a été le film qui l'a lancé. Ça a lancé effectivement la mode des slashers. Il découvre Jamie Lee Curtis. C'est son premier film. Donc, c'est un film qui a été excessivement marquant. Puis, il était marquant pour une raison aussi. C'est que c'est un film qui a coûté très peu. Là. À l'époque, il coûte 300 000 $. Il a récolté 55 millions. Ouais. Et ça, c'est un élément important parce que les studios ont commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose d'excessivement intéressant dans le fait de financer des nouveaux cinéastes, peu de budget en attendant des grandes recettes. Ça a marqué beaucoup aussi un peu l'attrait de Carpenter au début pour les studios en se disant on a peut-être enfin trouvé quelqu'un qui est la poule aux œufs d'or. Ouais. Donc après Halloween, on va commencer à très très vite vouloir l'avoir dans... D'ailleurs, c'est Universal là, qui va prendre Carpenter sous son aile pour produire des films. Donc, Halloween, d'un certain sens, a beaucoup lancé sa carrière, mais on va voir par la suite, ça va aussi été un couteau à double tranchant. Là. Comment ça? Ben, parce qu'il y a eu d'autres films là, qui sont venus par la suite, mais on va faire un aller rapide là, vers The Thing. The Thing, mon préféré. C'est 1982. Et The Thing, en fait, va être probablement le film qui a plus nuit à sa carrière, au sens où... Puis maintenant aussi, là, maintenant on regarde ça comme étant un classique, mais il ne faut pas oublier là, que le The Thing a été lancé la même année que E.T., Tron, Star Trek 2, Blade Runner. Ouais. Donc, il y a un intérêt pour la science-fiction, mais on va prendre l'exemple d'E.T. On est dans la science-fiction qui est relativement positive, joyeuse. Ouais. Et The Thing arrive à un moment, je dirais, où ce que les gens ont le goût de voir, c'est des films de science-fiction qui sont relativement, je dirais, encore une fois, joyeux. Avec du bonheur. Avec du bonheur. Et avec The Thing, on est complètement à l'encontre. Là. D'ailleurs, c'est son premier film de sa trilogie apocalyptique. On est dans un film qui est excessivement sanglant. On dit là, qu'il n'y a pas si longtemps encore, c'était probablement le film de studio le plus sanglant là, de tous les temps. Un des éléments qui explique ça probablement aussi, c'est le maquilleur Rob Bottin qui a fait tous les effets spéciaux, qui était vraiment un génie. Il est arrivé là à 22 ans. Carpenter est excessivement impressionné de par ce qu'il peut faire. Puis il lui laisse un peu le champ libre en disant écoute, voici un peu l'idée, laisse-toi aller. Donc pendant un certain temps, le tournage est difficile, mais en même temps, on fait des choses extraordinaires. Et à la sortie, on arrive avec les gens qui ne comprennent pas ce film-là, qui sont en complète réaction à ce film-là. C'est un flop. C'est un flop, là. Et là, je dirais, ça ébranle beaucoup là, la crédibilité de Carpenter au niveau des studios, et même au niveau du public. Parce qu'encore une fois, là, on ne le comprendra pas. Puis, on parlait des particularités de Carpenter. On peut dire que dans bien des cas, ces films sont souvent reçus de façon mitigée au début, et 10 ans plus tard, ça devient des classiques. OK. The Thing, c'est un exemple de ça, mais la plupart de ces films, je dirais, on a souvent cette réaction-là où, dans un premier temps, sont reçus avec une certaine... tiédeur. On pourrait dire ça exactement dans ce sens-là, mais qu'après ça, qui vont devenir des films, par exemple,
Si on compare The Thing avec E.T., il y a eu beaucoup plus de rééditions de Thing que de E.T. Là. Ouais. Mais sur l'accueil là, au box-office, à l'époque, on n'est pas à la même place. Là. Station 31. You read me? Found something in the ice. We need some help down here. Can anybody hear me? We found something. We found something. We found something. 12 men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. Inside. Where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it. And then it's won. You guys gonna listen to Gary? He can beat one of those things! Donc, The Thing va vraiment, je dirais, beaucoup affecter sa carrière. Lui-même, je dirais, va vivre son premier échec. Il a toujours décrit The Thing comme étant un des films qui disons, le par rapport au public, qui a été excessivement bien reçu, mais qui l'a beaucoup touché à l'époque là, par son flop, on pourrait dire, financier. Et après ça, bon, on va commencer un peu à changer. Là. Le film qu'il a fait tout après, c'est Christine, où on le sent. C'est un film avec beaucoup plus de, je dirais presque inoffensif. Il y a peu d'horreur à ce niveau-là. On est quand même relativement fidèle à l'œuvre de Stephen King, mais on sent là, qu'il est tout en retenue. Et le film, là, après ça, qui va probablement lui nuire le plus, c'est Big Trouble in Little China. Ouais. Qui est un film encore avec Kurt Russell, Kurt Russell est probablement son acteur fétiche là, qui a joué dans plusieurs de ses films. Et encore une fois, là, on est dans les années 80, les gens ne sont pas très exposés au cinéma asiatique, n'ont pas vu de cinéma de Hong Kong beaucoup. Et là, on en arrive avec un film qui est clairement inspiré là, du cinéma de Hong Kong, du cinéma de Kung Fu. Et encore une fois, les gens ne comprennent pas. Par contre, c'est encore un film qui va devenir un classique beaucoup plus tard. Ouais. Même, il y a des bandes dessinées qui ont sorti il y a quelques années là, pour continuer un peu cet univers-là. Mais à l'époque, la réception est complètement... je dirais, on est plus que dans la tiédeur. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que Universal va couper les liens avec Carpenter. Il va revenir au cinéma indépendant qu'il avait fait connaître, là, entre autres, avec Halloween. Okay. Quels sont les autres grands films qu'il faut voir de John Carpenter? Oh, ben, un qui est intéressant, en fait, pour sa critique sociale, parce que c'est pas un cinéaste qui était nécessairement dans le cinéma engagé, mais They Live, qui est un peu le reflet de sa perception de l'ère Reagan, où les extraterrestres, en fait, sont là pour envahir la Terre, mais à coup, je dirais, c'est vraiment le rapport de la consommation, là. Ouais. De la publicité. Donc, pour les gens qui connaissent ça prend des lunettes fumées pour voir, effectivement, voir la vérité. Quand on enlève les lunettes, là, on voit la réalité telle qu'elle est, mais quand on remet, on voit ce qu'il y a à l'envers du décor. Donc, consommer, acheter. Ce qui est on n'est pas nécessairement dans l'horreur, mais on est dans la science-fiction, là, je dirais, avec un certain mordant, une certaine critique sociale là, qui est assez intéressant à ce niveau-là. Là. What do these things want, and why are they here? You still don't get it, do you, boy? They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all about you, all around you. Blinded us to the truth. Take a look. They are safe as long as they are not discovered. I don't know what they are or where they came from, but we gotta stop them. Stay away from me. Put these on. They have us. Look at them. They're everywhere. Our owners. We have no other choice. I don't like this one bit. Leave it alone, man. It ain't none of my business. Ain't none of yours. We have been lulled into a trance. Listen to what I'm saying to you. We're in trouble. The whole world's in trouble.
control us! You're sending some kind of signals out of TV sets. I've got one that can see. Mama don't like tattletale. Now we start spilling some blood. Let's go! Push a button. I have come here to chew bubblegum and kick. And I'm all out of bubblegum. Il a fait d'autres films d'horreur. On pense à The Fog, entre autres. The Fog est excessivement intéressant. Là. Un très beau film où, justement, avec le brouillard, ça se passe en Californie. Les paysages sont magnifiques. Il va d'ailleurs... c'est Adrienne Barbeau là, qui va jouer l'actrice principale, qui va devenir son épouse là, peu de temps. Là, juste avant, ils se sont rencontrés un peu de temps avant le tournage. John Carpenter's The Fog. This is KAB, Antonio Bay. Stevie Wayne here, and let me be the first to wish Antonio Bay a happy birthday. We're 100 years old today, and keep a watch out for that fog bank heading in from the east. 100 years ago, between midnight and 1, something unknown came out of the fog. Now it has returned. Oh, Jesus. 100 years ago, between midnight and 1, something unnatural came out of the fog. Now it has returned. 100 years ago, between midnight and 1, something evil came out of the fog. Now it has returned. Who's there? The fog. Antonio Bay has a curse on it. We're all cursed. Where's the fog now? Well, it should be right outside my door now. Oh, there's something different about this fog. Dan, stay away from the door! Someone listen to me! Get inside and lock your doors. Close your windows. There's something in the fog. Stay away from the fog. From the creator of Halloween, the ultimate experience in terror and suspense. John Carpenter's The Fog. What you can't see won't hurt you. It will kill you. Between midnight and 1, it will find you. Quand je parlais tout à l'heure de la trilogie aussi apocalyptique, donc The Thing, Prince of Darkness, oui, avec oui. Donald Pleasence, qui est le même acteur qui jouait le docteur Loomis dans Halloween, va jouer dans Prince of Darkness, qui est un film aussi assez sombre. Là. C'est son premier film après sa coupure avec le studio Universal. Retourne à une histoire un peu plus sombre. Un film aussi là, qui, je dirais, fait un lien avec la fin du monde, une explication aussi scientifique au mal, ce qui est intéressant dans ce film-là, et son dernier film qu'on pourrait qualifier d'apocalyptique, In the Mouth of Madness. Oui, oui, quel bon film. Quel bon film, puis très très inspiré aussi de l'univers de Lovecraft. Et on en arrive aussi à une fin, je dirais, très très sombre, là. You're absolutely mad. The riots began because the stores could not meet the demands of Sutter Kane's novel, In the Mouth of Madness. Kane disappeared 2 months ago without a trace. You're the guy that writes horror books. You can forget about Stephen King. Kane outsells them all. I need to know if he's alive or dead, and I need that book. It's a setup. I just have to work out how it's set up. Kane's writing has been known to have an effect on his readers.
See this? It's a map. This whole thing has been staged. You just get out. This is not reality. It's all happening for real, Trent. I know this book will drive people crazy. I just hope so. The movie comes out next month. Mais il y a eu beaucoup d'inspiration. Hein? Il a repris du Stephen King, s'est inspiré de Lovecraft. C'est ses grandes influences aussi au niveau de ses thématiques? Ou... Oui, ben Lovecraft, il l'a toujours aussi nommé comme étant une influence importante. Stephen King, en fait, il a fait une période où il était, je dirais, un peu tiède là, par rapport au projet. Tout de suite après son échec de Thing, veut continuer à faire de l'horreur, mais en même temps, est un peu déçu là, de sa réception de Thing. Donc, il a souvent dit que s'il avait été pour refaire Christine, il l'aurait fait peut-être avec un peu plus de mordant. Okay. C'était beaucoup plus en réaction à son échec sur The Thing. OK. Quel autre film on lui doit? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dignes de mention là, qu'il faudrait pas oublier? On peut sortir même un peu de l'horreur pour aller avec Escape from New York. Oui, avec, qui est encore dans le monde post-apocalyptique. Ah, effectivement. Donc, on est vraiment dans une ville de New York qui est devenue une prison. Donc... film d'action qui a été, on pourrait dire, une suite remake là, qui va être fait un peu plus tard là, avec Escape from LA. Ouais. Avec un peu plus de budget, mais essentiellement, là, je dirais, on reste à peu près dans le même style de réalisation. Une belle continuité. Kurt Russell, qui est un acteur aussi vraiment très, très apprécié de Carpenter. À juste titre, je pense aussi. Ouais. Il a fait 3 films ou 3 ou 4 films avec? 4. Il a fait Escape from New York, Escape from LA. On a Elvis. Il a fait un téléfilm de 3 heures où Kurt Russell va jouer Elvis. OK. Puis on va le revoir aussi, Kurt Russell, dans The Thing. Et Big Trouble in Little China. Oui, 5. Ouais, quand même. Comment l'oublier? Comment l'oublier, celui-là? New York, 1997. The entire city is a walled maximum security prison. The bridges are mined. The rivers are patrolled. And the United States Police Force has everything under control. Escape from New York, the high adventure of the future. One man must go in where no man has ever gotten out. And if he comes back alone, his nightmare has just begun. Who are you? John Carpenter's Escape from New York. Heard you were dead. This stuff is like gold around here, you know. Hold on. John Carpenter's Escape from New York. The greatest escape of them all is about to blow the future apart. Qu'est-ce qui reste? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a arrêté de faire du cinéma. Pourtant, il pourrait encore en faire. Son nom est fait. Je pense qu'il arrivait dans un studio avec un projet. Il se ferait financer assez facilement. Pourquoi il a décidé d'un peu arrêter de faire du cinéma? En 2012, son dernier film, là, The Ward, essentiellement, son explication, c'est que c'est un cinéaste qui est excessivement perfectionniste. OK. Et il a souvent dit qu'une de ses principales motivations, c'était d'avoir du plaisir. Puis dans ces dernières années, il trouvait que les projets devenaient lourds à porter. Donc, en 2012, il décide que
le fun est parti. Là. Il veut rendre de la qualité, il veut réussir à amener son œuvre à l'écran, mais on se sent un peu fatigué et décide de revenir un peu à ses premiers amours, qui en fait la musique, qui n'a pas nécessairement délaissé, parce qu'encore une fois, comme on l'a dit, ça a resté quelque chose de marquant tout le long de sa carrière, mais de devenir musicien, on pourrait dire, à temps plein. Il va aussi produire 2 albums qui ne sont pas des musiques de film, qui sont de la musique, je dirais, qui serait très, très électronique, qu'on pourrait retrouver dans un film, mais il va vraiment se lancer en 2012 dans une carrière musicale avec, comme on l'a dit tout à l'heure, une tournée. Comment il a marqué le cinéma en ce sens où est-ce qu'il y a des gens qui aujourd'hui se réclament de Carpenter dans leur cinéma? Je pense qu'en fait, on ne peut pas nécessairement, je dirais, faire de l'horreur aujourd'hui sans avoir été influencé par un cinéaste comme Carpenter, parce que son influence est vraiment majeure, là, tant au niveau de la composition de l'image que, par exemple, des films comme Halloween, puis au niveau de la musique aussi. Depuis une couple d'années, on est vraiment dans les films où on essaie de faire un peu des hommages aux années 80. Oui. Puis quand on pense aux années 80, puis dans l'horreur, Carpenter, c'est le son années 80. Oui. Donc, c'est je dirais, autant au niveau du visuel qu'au niveau de la musique, c'est un cinéaste. Oui, puis la majeur, musique est hyper importante. On avait déjà fait le test d'écouter Halloween sans la musique, sans la trame son, et ça passe zéro. Là, tandis qu'avec la musique, tout l'effet du trailer, du suspense est créé par la musique. Là, c'est vraiment génial. Puis ce qui rend ça intéressant aussi, c'est que Carpenter, en faisant sa musique, a vraiment l'image de ce qu'il veut recréer ou l'émotion qu'il veut porter. Donc, c'est pourquoi aussi les deux sont tellement bien, je dirais, synchronisés. Là. On a une vision qui est parfaite. Là. On est vraiment en symbiose. Là. Donc, un cinéaste à découvrir si vous ne connaissez pas et à revoir. Je pense que ces films sont à revoir aujourd'hui là, pour comprendre l'ampleur, en fait, de son cinéma. Effectivement. Puis à entendre aussi. Là. Par exemple, là, si on veut, je dirais, découvrir Carpenter, non pas sur le point de vue, je dirais, du cinéma, mais de la musique. Halloween, qui reste un soundtrack excessivement intéressant. Halloween 3, qu'il n'a pas réalisé, qu'il a produit. Il a produit, en fait, le premier film de son ami Tommy Lee Wallace. Mais la musique est excessivement intéressante. C'est probablement un de ses albums les plus complexes. OK. Halloween 3, donc ça serait vraiment quelque chose à écouter. Ensuite, là, ses derniers albums sont intéressants encore une fois parce il se donne un peu la marge de manœuvre de sortir du cinéma. Là. Hey, merci Jimmy, c'était très passionnant encore une fois. Plaisir. Merci d'avoir été des nôtres et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur.